Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les first party cookies et third party cookies, qui sont les cookies propriétaires et les cookies dans un contexte tiers. Pour ça, on va tout d'abord se pencher sur le protocole HTTP, qui est un protocole de communication pour communiquer entre client et serveur, avec trois questions essentielles. Comment communiquent le client et le serveur, les propriétés du protocole HTTP et que veut dire un protocole sans état. Lorsqu'on demande à afficher une page sur Internet, le client, donc le navigateur, doit communiquer au serveur grâce à des protocoles de communication. Les machines communiquent grâce au protocole HTTP, comme nous communiquons grâce aux langues, donc l'anglais, le français, l'italien, etc. La requête HTTP provenant du client est envoyée au serveur. La réponse HTTP provenant du serveur est envoyée au client. Les propriétés du protocole HTTP, ça nous permet déjà de récupérer des ressources comme HTML. C'est un protocole qui est extensible grâce aux entêtes HTTP, et c'est grâce à ces entêtes que l'on peut envoyer des données, notamment comme la valeur des cookies, et donc de maintenir HTTP avec état, puisque HTTP à la base est sans état. Qu'est-ce que ça veut dire sans état? Ça veut dire qu'il n'y a aucun lien entre deux requêtes d'affilée du même client. Et donc on ne peut pas vraiment comprendre le comportement utilisateur et l'historique de ce qu'a réalisé un client spécifiquement. Donc les cookies sont donc ajoutés au flux via les entêtes pour nous permettre de garder une session et de comprendre le comportement utilisateur et de maintenir cette session-là. Pour rappel, comment on fait pour arriver sur l'entête HTTP? On va directement ici faire CTRL Maj I pour ouvrir cette fenêtre ou alors FNF12, et ensuite on va aller directement dans réseau. Dans réseau, on va aller prendre la page que l'on souhaite, donc c'est cette page là de mon côté, formation-GA4, et ici on a bien l'entête HTTP avec la liste et notamment avec tous les cookies spécifiques. Ces cookies, on peut les retrouver également ici si on le souhaite, ou alors directement dans la partie appli, et ensuite en allant directement dans cookies sur le site en question, et on a ici la liste des cookies. C'est un rappel, on en a déjà parlé lors des vidéos précédentes, mais c'est avec la répétition qui fait que ça devient ancré et après c'est naturel par la suite. Donc je reprends. Les cookies propriétaires, dits cookies first party, ils permettent de maintenir une session, donc de stocker des valeurs. Dans un premier temps, donc maintenir la session dans le temps. Également enregistrer l'identifiant et le mot de passe d'un compte, puisque si on n'avait pas de cookies propriétaires, on serait obligé de renseigner à chaque fois notre identifiant, notre mot de passe pour n'importe quel site. Ça nous permet également de sauvegarder un panier d'achat sur un site e-commerce, de garder enregistré des billets d'avion. Donc l'idée en soi, c'est vraiment d'améliorer continuellement l'expérience utilisateur au maximum. Comment est créé un cookie propriétaire? Eh bien, il existe deux manières de créer un cookie dans un contexte propriétaire. La première manière, c'est via les instructions du serveur. Donc, quand un client envoie une requête HTTP, c'est-à-dire qu'on veut charger une page, ou on clique tout simplement sur un lien dans une page ou autre, eh bien le serveur reçoit la demande et envoie une réponse HTTP avec les infos demandées, comme on avait fait la métaphore précédemment, quand on est au restaurant, on demande un plat, et le serveur nous renvoie ce plat, et bien là c'est la même chose. Dans la réponse HTTP figure une instruction qui s'appelle setCookie, qui dit en gros la prochaine fois qu'il y a une requête provenant de ce client, un cookie doit être déposé pour que je puisse reconnaître en fait ce client. Le client envoie une seconde fois une requête HTTP. Le cookie est donc posé. On peut le voir dans l'entête de requête HTTP, donc dans l'onglet réseau du navigateur. Dans le navigateur, on va également dans Appli, Cookies, et on pourra voir l'onglet domaine, les cookies posés via les instructions du serveur. Et si on tape document.cookie et qu'on applique ça, on peut voir la liste de tous les cookies.
Donc il y a plusieurs manières de voir les cookies. C'est directement via l'API JavaScript document.cookie dans la console. On peut également le voir directement en allant dans réseau et ici on aura directement notre page. Normalement on devrait atterrir sur en tête et on pourra voir ici les cookies qui sont listés, mais également dans cet onglet-là, pour que ce soit beaucoup plus simple à voir, ou alors directement dans la partie appli. Ici, on a plusieurs manières de stocker des données, et notamment ici les cookies sur ce site-là. Et là, on peut voir que c'est un cookie GA4. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué GA 1.1, contrairement à Universal Analytics où c'est GA 1.2. La seconde manière, c'est un cookie posé par une plateforme, donc comme Analytics, Facebook, Google Ads, dans un contexte propriétaire. Les plateformes citées ne peuvent pas accéder aux requêtes HTTP. Pour ça, les cookies sont créés en se basant sur la décoration d'URL, comme fbclead, gclead ou le script de GA. Et ensuite, c'est grâce à l'API JavaScript document.cookie qui permet de lire et écrire un cookie. Qu'est-ce qu'un cookie tiers et quelles sont les 3 manières dont sont créés ces cookies, ainsi que l'utilité réelle de ces cookies. Est-ce qu'ils sont réellement bénéfiques ou pas? Et ça nous permet de faire la distinction et de savoir que les cookies peuvent être également bons et mauvais, ça dépend dans quel contexte ils ont été posés. Un contexte tiers, c'est quoi? C'est un cookie qui a été posé via un autre domaine que le site en question, et il est capable ensuite de collecter des données provenant d'autres sites afin de créer des audiences purement pour des campagnes publicitaires. Donc là, ça concerne même plus l'utilisateur, c'est vraiment pour de la publicité, du remarketing, et ici, ce qui va nous intéresser, ça va être déjà de comprendre comment les cookies sont créés. La création d'un cookie third party, elle peut se faire de 3 manières différentes, soit via la décoration d'URL, et ensuite on se sert de l'API JavaScript document.cookie pour stocker le cookie et les voir dans l'entête HTTP, soit via un iframe, et on utilise également l'API JavaScript document.cookie, soit via local storage, donc il y a un stockage HTML5, et on utilise également l'API JS. Les cookies third party sont la bête noire des navigateurs, et de plus en plus de navigateurs limitent la durée de vie dans des contextes tiers, voire les bloquent totalement. Les propriétés d'un cookie vont être définies en fonction de certains points qui sont la taille. Un cookie ne peut pas excéder 5 kilooctets. Il y a également l'expiration qui est la durée de vie des cookies. Si la partie HTTP only est cochée, ça veut dire que le cookie sera inaccessible en JS et il ne pourra pas être manipulé avec document.cookie. Il sera uniquement envoyé au serveur. La partie secure, c'est envoyé au serveur avec le protocole HTTPS. Et SameSite, ça permet de déclarer le niveau de restriction des cookies propriétaires, des sites tiers ou des sous-domaines. Ici, on a le nom, la valeur des cookies, les domaines, savoir s'ils sont dans un contexte propriétaire ou tiers. Là, on voit qu'ils sont tous dans un contexte propriétaire puisque ça fait partie du nom de domaine. Et ici, on a l'expiration, la taille, HTTP only, secure, SameSite, les critères qu'on a vus précédemment. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on parlera du cookie GA4 spécifiquement, comment il est créé, les 2 manières de créer ce cookie, et également qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur réellement. Et j'espère que ça vous plaira également.